Journée mondiale du cœur, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde avec plus de 7 millions de morts chaque année, soit 31% de la mortalité mondiale. Et puis une femme, nouveau chef du gouvernement tunisien, elle se nomme Najla Bouden. C'est la première fois dans l'histoire de la Tunisie que la tâche de diriger le gouvernement a été confiée à une femme. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ce 29 septembre, c'est la journée mondiale du cœur. Elle apparaît comme une journée de sensibilisation pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Les maladies cardiovasculaires qui représentent la première cause de mortalité dans le monde avec 17,9 millions de morts chaque année, soit 31% de la mortalité mondiale. L'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d'exercice physique constituent les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux. Ils se déclarent à des âges de plus en plus précoces et le lancement officiel de la 13e édition de la Journée mondiale du cœur s'est déroulé à Grand Bassam autour du thème « Prendre soin de son cœur ». En 2030, ce sont près de 23 millions de personnes qui mourront de maladies cardiovasculaires. Une personne sur 10 dont l'âge varie entre 30 et 70 ans décédera de ces maladies selon le ministère de la Santé. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre de la Santé qui explique les précautions à prendre pour protéger son cœur. Je vous exhorte à agir avec votre cœur dès maintenant pour adopter les comportements sains, à savoir apprendre à mesurer régulièrement sa pression artérielle, connaître son taux de cholestérol et le maintenir aux valeurs recommandées, faire doser son taux de sucre, manger sainement et varier les fruits et légumes, conserver un poids sain, être actif en effectuant 30 minutes d'activité modérée 5 jours par semaine. Arrêter le tabagisme, prendre ses médicaments. Et puis l'hypertension artérielle peut entraîner d'autres complications telles que la crise cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance cardiaque. En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hypertension artérielle est de 40% chez les adultes de 20 à 79 ans et constitue aujourd'hui 75% des activités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les données par pays issues de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 2019, indiquent que les maladies non transmissibles sont responsables de 36% de décès. Le programme Healthy Heart Africa mène donc la sensibilisation et prône le dépistage et l'orientation vers les soins primaires dans 5 régions sanitaires du pays. Colette Ilboudo, Joël Gousset. C'est l'une des maladies de santé publique en Côte d'Ivoire. Avec un taux de prévalence de 40% chez les adultes de 20 ans à 79 ans, l'hypertension artérielle constitue aujourd'hui 75% des activités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA. Il faut venir à bout de la maladie, d'où la mise en place du programme Healthy Heart Africa, un programme qui vise à dépister plus de 217 300 000 personnes dans 5 régions sanitaires, à savoir le Poro, le Haut-Sassandra, la Maraoué, le Bélier et le Tchologo. Il va couvrir une bonne dynamique, n'est-ce pas, au niveau de la Côte d'Ivoire en matière de prise en charge de l'hypertension artérielle. Remarquez que l'approche, elle est d'abord communautaire, avec le dépistage et tout. Ensuite, au niveau des formations sanitaires, où la prise en charge a lieu, notamment, c'est une prise en charge intégrée, bien sûr, avec un focus mis sur la prise en charge de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Il y a des ressources qui sont mises à disposition, notamment le matériel pour les formations sanitaires, notamment le matériel de communication, d'IEC et de visibilité, et puis également les outils de gestion, notamment les outils de collecte de données et aussi il y a aussi une phase, n'est-ce pas, pour renforcer les capacités. Le programme entend à travers son plan d'action appuyer 6 hôpitaux régionaux et 11 centres de santé en plateau technique de qualité et en médicaments. Mamadou Samba, directeur général de la santé, a au nom du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle témoigné sa gratitude aux responsables du programme HHA pour leur engagement dans la lutte contre l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est très élevée dans nos pays. 2 adultes sur 3 présentent des cas d'hypertension artérielle. Ce projet aura pour objet essentiel de former le personnel,
mais également de dépister précocement ces personnes qui sont atteintes de cette maladie pour pouvoir faire ensuite une prise en charge régulière, optimale et faire aussi un suivi. Démarré au Kenya en 2014, la Côte d'Ivoire est le 6e pays africain à accueillir le programme RTR Africa, un programme qui va durer 2 ans. L'organisation des établissements d'enseignement islamique en Côte d'Ivoire marque une pause pour évoquer la question de l'homologation des manuels et se préparer pour mieux aborder les examens de fin d'année. Quand on sait que les examens se préparent en début d'année, cette année, l'OESI a présenté 11 744 candidats aux épreuves écrites de la session 2021 des examens nationaux islamiques sur toute l'étendue du territoire. Anicette Konan-Blessing. Homologation des manuels de cours et préparatifs des examens de fin d'année. Voilà le menu de ce séminaire de formation tenu du mercredi 15 septembre au samedi 18 septembre au sein de la grande mosquée de Williamsville. Occasion pour le cheikh Aboubakar Konaté, président de l'OESI, Organisation des établissements d'enseignement islamique en Côte d'Ivoire, d'interpeller toute la communauté éducative musulmane. Nous avons invité les enseignants à l'intérieur du pays, comme dans les 13 communes d'Abidjan, pour venir se concerter sur la rentrée prochaine. Qu'est-ce que nous allons faire et quels sont les livres que nous allons étudier dans nos écoles? Comment les écoles vont être fonctionnelles? Comment la rentrée va se faire? Pour les participants, l'enjeu est entier. Le succès de la nouvelle année scolaire 2021-2022 repose sur la bonne préparation. L'OESI nous a donné l'historique, les temps passés, les efforts qui ont été faits, les luttes qui ont été faites et les perspectives que nous sommes en train de récolter, que nous sommes en train d'attendre. C'est pour dire que l'OESI est dans l'élan, dans le développement, dans tout ce qui est l'avancement. C'est vraiment améliorer les programmes comme ça a été demandé. Le programme commun en français et en arabe pour que l'OESI puisse former une génération vraiment compétente qui peut vraiment développer le pays, en même temps la religion musulmane. Il faut qu'aujourd'hui, au sortir de là, nous ayons vraiment, dans les années à venir, un programme national commun qui sera enseigné dans toutes les écoles franco-arabes ou dans toutes les écoles confessionnelles islamiques. À la clôture du séminaire samedi 18 septembre 2021, les élèves et leurs parents ont été conviés dans cette salle de la commune de Cocody pour célébrer les meilleurs apprenants. Une école dépend de 3 entités. Il y a les enseignants que nous sommes, et puis il y a les parents d'élèves, et puis il y a l'élève lui-même. Nous attendons des parents qui vont vraiment s'occuper de leurs enfants. Il n'y a qu'à avoir une complicité entre le parent et l'enseignant. S'il y a cette complicité entre le parent et l'enseignant, vous allez voir que l'élève va briller dans ses études. Une cérémonie des silences fortement appréciée par les apprenants primés à l'occasion. La communauté éducative musulmane du pays s'est donné rendez-vous l'année prochaine avec le souhait de bannir la tricherie en milieu scolaire. L'allégeance islamique ou Baya, l'œuvre de Sidi Bello Seni dédicacée à la mosquée Al-Moubarak, c'est dans la commune d'Abobo. L'auteur explique dans cet ouvrage l'authenticité de la religion et comment l'islam est édifié sur un livre qui revêt pour lui une importance extrême. Le Coran dans lequel le musulman cherche des règles de conduite et de pensée aussi bien que des principes de grammaire et de rhétorique. Le reportage de Anicette Konan-Blessing. Ils étaient rassemblés à la mosquée Al-Moubarak dans la commune d'Abobo pour la dédicace de l'œuvre L'Allégeance islamique, son authenticité et sa bonne compréhension en islam. Pour son premier ouvrage, l'écrivain imam Loseni Sidibé entend éclairer la lanterne de la communauté musulmane autour d'un sujet à polémique, la baya. Durant nos recherches, nous avons conclu que la baya n'est pas une condition pour qu'un homme soit un musulman. La baya n'est pas une condition. Voilà, la baya n'est que quelque chose que le prophète faisait alayhi salatu wa salam pour pouvoir, n'est-ce pas, affermir la foi de ses fidèles musulmans, ses compagnons. Occasion pour l'imam hôte de la mosquée Al-Moubarak de la commune d'Abobo, Mohamed Diarra, et l'imam Bomba Issouf, membre du COSIM représentant le cheikh Koul Aïma Diakité Ousmane, président du COSIM, d'inviter tous les musulmans à se procurer ce livre qui véhicule un message d'une grande utilité. Dans notre mosquée, notre slogan, c'est d'unifier de la communauté musulmane, c'est-à-dire l'union de la communauté musulmane. Et c'est pourquoi j'ai accepté que ça se fasse dans la mosquée
pour que vraiment cette union-là, qu'on puisse prôner ensemble, vraiment pour essayer vraiment d'approfondir la connaissance islamique au sein de la communauté musulmane. Le livre est très intéressant parce qu'il nous a montré les différents types de baya en islam. Est-ce que baya est obligatoire avant d'être musulman? Ou bien ceux qui ont fait baya, ils étaient musulmans d'abord, ensuite ils ont fait l'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a essayé de traiter toutes ces questions-là dans son livre. Nous appelons tous les imams et tous les prédicateurs à lire ce livre. L'allégeance islamique ou la baya est composée de 175 pages. Cet ouvrage de l'imam est un chef-d'œuvre qui vient enrichir la bibliothèque islamique. Sachez que la France a averti aujourd'hui le Mali qu'il perdrait le soutien de la communauté internationale et abandonnerait des pans entiers de sa souveraineté s'il a recours aux mercenaires de la société privée russe Wagner. L'annonce a été faite par la ministre des Armées Florence Parly au Sénat. Si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera, il perdra le soutien de la communauté internationale. Toujours au Mali, apprendre à conduire à Bamako est un parcours du combattant entre routes défectueuses et nuées folles de motos, souvent conduites par des mineurs. Les élèves se heurtent à de nombreuses difficultés avant d'obtenir leur permis. Conduire dans la capitale malienne est déconseillé aux âmes sensibles. Oumou Traoré pourra bientôt passer son permis. Avec les embouteillages du Mali, on ne respecte pas les codes de la route, donc c'est voilà. C'est juste ça qui nous fait peur. Ici, seules les artères principales sont goudronnées et les panneaux ne sont pas fréquents. Malgré les routes dangereuses, la demande de leçons de conduite est forte chez les jeunes. C'est juste pour avoir notre indépendance parce que la plupart du temps, chaque matin, les parents nous amènent chaque matin à l'école, puis quitter l'école et aller au travail. C'est assez un grand de tout pour les parents. Donc, pour leur faciliter la tâche, on préfère avoir nous-mêmes notre propre permis pour avoir l'indépendance et les laisser tranquilles. Plus de 600 personnes sont mortes sur les routes du Mali en 2020 et des milliers d'autres ont été blessées dans des accidents. Des représentants des autorités de la Centrafrique ont rencontré des opposants cette semaine à Rome, en Italie. L'annonce a été faite par la communauté religieuse de Saint-Egidio qui assure la médiation, les consultations qui ont notamment abordé l'épineuse question du désarmement des groupes armés. Côté autorité était présent le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le directeur de cabinet du Premier ministre Ernest Manda. Côté opposition, les anciens premiers ministres Anissé Georges, Martin Ziguélé et Mahama Kanoun, entre autres. Le responsable des relations internationales de la communauté Saint-Egidio qui conduisait les débats a évoqué un climat apaisé. Ces échanges devraient servir à préparer le dialogue national promis par le président Faustin Archange Touadéra et qui devait se tenir avant la fin de l'année à Bangui. La Centrafrique est en proie à une guerre civile depuis un coup d'État en 2013 contre le président de l'époque, François Bozizi. Najila Bouden, nouveau chef du gouvernement tunisien, c'est la première fois dans l'histoire de la Tunisie que la tâche de diriger le gouvernement a été confiée à une femme complètement inconnue du grand public et scientifique de formation. Cette universitaire de 63 ans était en charge de la gestion d'un projet subventionné par la Banque mondiale pour réformer l'enseignement supérieur. Cette nomination surprise a été annoncée 2 mois après le limogeage le 25 juillet dernier du Premier ministre Hichem Melchichi par le chef de l'État tunisien qui a également gelé le Parlement et pris en main le pouvoir judiciaire. Kaïs Saïed, c'est de lui qu'il s'agit à charger Bouden de former un gouvernement dans les prochaines heures ou jours. Pour finir, sachez que le gouvernement britannique a mobilisé aujourd'hui sa flotte de camions-citernes et prépare l'armée pour suppléer des chauffeurs routiers trop peu nombreux au Royaume-Uni et à acheminer du carburant vers des stations-service prises d'assaut. C'est le carburant. Vous pouvez voir que c'est à la moitié, moins de la moitié maintenant. Donc si je fais plus de 100 000 aujourd'hui, je vais devoir soit recharger la batterie, soit faire le plein.
Ce chauffeur de taxi est inquiet. Depuis plusieurs jours, le Royaume-Uni fait face à des pénuries de carburant. Aujourd'hui, je vais devoir travailler de manière très stratégique, ce qui est fou. Pourquoi? Quel genre de pays? Ils pensaient que ce serait Singapour sur la Tamise. Au lieu de cela, c'est le Zimbabwe sur la Tamise. Pour le gouvernement, la pénurie est liée à une demande exceptionnelle. Mais pour Diviesh, aucun doute, c'est la faute du Brexit. C'est évidemment lié à la pandémie aussi. Mais le Brexit a eu un impact important à 100%. Vous ne pouvez pas simplement supprimer la liberté de circulation des travailleurs, faire en sorte que les gens ne se sentent pas les bienvenus et qu'ils partent, puis vous attendre à ce que cela n'ait pas un impact. Des professionnels réclament donc un accès prioritaire aux pompes. L'armée se prépare à livrer du carburant aux stations si nécessaire. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.